Vous dites souvent qu'une image vaut 1000 mots. L'image a aussi fait partie de votre vie depuis tant d'années, avec des projets de télévision locale qui ensuite grandiront pour devenir ce que l'on sait, Clément Bleu en l'occurrence, mais avec un premier projet, là encore dans votre quartier. Absolument, là, tout à fait, un truc absolument fantastique. C'était en 1963-64. On commençait à voir apparaître des magnétoscopes noirs et blancs qui étaient 30 fois plus importants que ce qu'on trouve maintenant, et puis certainement 100 fois moins performants. Et on a décidé, avec une équipe de gens qui travaillaient dans ces milieux-là, comme M. Guy Millard, comme Nicolas Tchop, à imaginer de monter un programme local de TV 63-64. Hein. On a demandé l'autorisation parce que le quartier venait d'être équipé avec un réseau câblé. Bon, à l'époque, on n'avait pas 250 chaînes. Hein. Je crois qu'il devait en avoir. Il y avait les 2 suisses et les 3 françaises. Et puis, on a obtenu l'autorisation de rentrer sur le réseau câblé avec un programme local. Alors, je vous dis pas, on a gardé quelques images. Quand on regarde ça maintenant, on se dit qu'on a de la chance d'avoir pu participer à ce genre d'histoire. Mais c'est vrai que l'engagement dans le domaine de l'audiovisuel, alors à l'évidence, c'est un truc depuis le départ, quoi. Moi, je le dis, moi, quand on me demandait ce que je faisais quand j'avais 8 ans, je démontais des vieux téléphones pour voir comment ça marchait, quoi. Comment et pourquoi l'image a pris autant de place dans votre vie? Parce que vous êtes moyen en orthographe? Parce que j'écris pas très bien, quoi, je veux dire. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul, quoi. Et que, par conséquent, je me suis bien amélioré. Hein. Mais moi, derrière une caméra ou un appareil photo, je me suis remis à la photo. Voilà. Parce que je trouve que avec les moyens techniques qu'on a actuellement, c'est absolument génial. On peut même rêver de faire du noir et blanc. Il suffit de tourner un bouton et puis on photographie en noir et blanc. J'adorais la photo en noir et blanc parce que je trouvais qu'elle permettait des éléments de lumière que la couleur n'amène pas malgré tout. Elle est plus précise, on est plus près de la réalité, mais une photographie, voire même une vidéo, des fois elle ne doit pas exprimer forcément la réalité, elle doit exprimer, je veux dire, une espèce d'approche artistique des moyens. Non, alors l'image pour moi c'est quelque chose de fantastique, quoi. Cet audiovisuel, vous n'avez pas voulu le conserver ni le garder pour vous, mais le partager bien sûr, notamment en direction des écoles, du DIP, absolument, ouais. Avec là encore des projets très pionniers. Alors là aussi, une chance assez extraordinaire là, sur ces 40 années, parce que je me suis trouvé au département d'instruction publique au bon moment. On a introduit aux écoles techniques les premiers laboratoires de langue. Alors ça, c'était de l'audio, il n'y avait pas grand-chose de visuel. Mais de fil en aiguille, j'ai pu avoir une approche intéressante parce que je me suis occupé de la mise en place de toute l'infrastructure audiovisuelle du premier collège qui s'est fait à Genève, le collège Rousseau, qui reste toujours un espèce de modèle intéressant, bien entendu, qui technologiquement est complètement dépassé. Et puis bon, la chance, c'était de se trouver dans ces endroits-là quand il se passait des événements comme ça et qu'il y avait des décisions à prendre. Et ce que je trouve d'extraordinaire dans ce domaine-là, c'est que c'est vrai pour ceux qui sont pressés, puis alors je suis un petit peu pressé de voir le résultat, là, je veux dire, on n'est pas déçu, hein, je veux dire, parce que ça va vite, il faut même s'accrocher. André Chavannes vous a accompagné dans cette orientation image et son? Bien sûr, on a été des compagnons de route politique d'abord, et puis moi je l'ai eu comme président du département de l'instruction publique quand j'ai fini mon diplôme à l'école d'ingénieur. C'est lui qui m'a signé mon diplôme. Puis après, je l'avais comme patron. Et puis comme lui aussi était assez passionné d'image, je veux dire, il nous a laissé beaucoup de possibilités de s'exprimer, particulièrement au niveau du Collège Rousseau. Et du reste, comme cadeau, on lui avait fait, lors de son départ à la retraite, un film sur une partie de sa vie à laquelle il tenait beaucoup. C'était le mois de juin. C'est-à-dire le mois de juin où se déroulent les promotions, qui était pour lui l'apothéose d'une année scolaire. Non, un type extraordinaire. Bon, un de ces magistrats, je pense qu'on en verra peut-être, mais là, il n'y en a plus beaucoup de cette envergure, qui avait tout, quoi. Oui, André Chavannes, un excellent souvenir. Alors, il y a aussi l'Association pour une radio-télévision démocratique, avec là encore une création. Là aussi... Quelle aventure, tous les mots sont importants, association, radio, télévision et démocratie. Alors ça, c'est un truc absolument phénoménal. La SSR
avait décidé de se démocratiser, ce qui est assez extraordinaire, parce qu'on voit assez peu des associations très monolithiques se démocratiser depuis en haut. Hein. Je vois maintenant, c'est plus tellement comme ça. Et puis, ils avaient imaginé de créer des sociétés cantonales. Et évidemment, sur le plan de la Suisse romande, celle de Genève prenait une très très grosse importance. En plus, elle a pris tellement d'importance qu'on avait à peu près trusté tous les postes sur le plan roman, ce qui nous avait été du reste fortement reproché. Et là, cette association pour une TV démocratique, radio-télévision démocratique, s'est créée dans le bâtiment qui est à côté de l'UIT, c'est le Centre international des conférences. Donc c'est une des premières grandes manifestations. Et je ne sais pas si depuis, il y a une association qui s'est créée avec 1450 membres présents dans la salle. Et puis, cette réunion, comme elle n'avait pas de président, pas de comité, rien du tout, c'est André Chavannes, en tant que président du département d'instruction publique, qui l'avait mené de bout en bout. Et j'en garde un souvenir absolument extraordinaire, parce qu'il y avait des batailles politiques pour occuper les sièges. Et on s'est retrouvés, quelques-uns, je veux dire, à être très rapidement pris dans l'événement, puisque ça a abouti, pour moi, à présider la radio-télévision romande pendant 4 ans. Expérience extraordinaire. C'était une suite logique de l'étape précédente. Moi, j'en sais rien. J'en sais rien du tout parce que j'étais déjà au conseil municipal de la ville. Et puis, ils recherchaient des gens qui connaissaient un peu le boulot. Puis bon, ben voilà, pof, je suis tombé là. J'avais quelques expériences en la matière. Et je me suis retrouvé un petit peu enchaîné assez rapidement à quelque chose auquel j'ai pris énormément de plaisir parce que c'était quelque chose en création. C'était quelque chose qui venait gérer une immense machine qui était en train de prendre de l'essor. Moi, j'ai travaillé à la sortie d'un emploi chez IBM sur les ordinateurs pendant 3 ans. J'ai passé une année à la radio-télévision romande. On était au boulevard Karl Vogt. Il y avait 66 employés. Quand j'ai accédé à la présidence, il y en avait 975. Je veux dire, pendant toute la période, je veux dire, c'est énorme. Alors, on se retrouve tout d'un coup dans une entreprise qu'on a bien connue, mais où on connaissait le cadreur, le monteur film, le monteur magnétoscope, la speakerine. Enfin, c'était une équipe dans un espèce de truc déjà organisé comme une immense entreprise qui est une entreprise de médias comme une télévision. Enfin, intéressant. Vous avez mené des projets à l'intérieur de ces 4 années. Ce fut aussi de vraies rencontres. Claude Chenevière, Claude Torquemada et d'autres. Alors là aussi, une chance extraordinaire, c'est que pendant ces 4 années, on a changé tous les directeurs. Les directeurs de TV, les directeurs de radio, les directeurs de chaîne, le directeur général. J'ai travaillé, j'ai eu René Schenker comme patron en 1963, quand il était patron de la TV. Après, je l'ai eu comme directeur très court, puisqu'il a été remplacé assez rapidement par Jean Dumur, qui lui-même a été remplacé par Guillaume Chenevière, ensuite par Jean-Jacques de Martine. Bon, c'est tous des gens que j'ai connus, que j'ai approchés, et puis avec qui pour certains, on s'est lié un peu d'amitié. Mais ça, alors, c'était un grand moment, je veux dire, c'était passionnant. Mais de nouveau, par une succession de trucs où moi, j'ai rien fait, mais ça s'est passé comme ça, quoi. Et puis étape suivante, le comité central de la SSR. Alors le comité central de la SSR, passionnant. Je siégeais à côté de Christophe Blocher, qui est resté une année parce qu'il venait complètement fou. C'était déjà le Christophe Blocher de maintenant, quoi. Il voulait tout démonter. Il y avait des complots partout. Enfin bon, vous le connaissez, on a l'occasion de le voir assez souvent dans les médias. Non, c'est l'expérience intéressante. Là, alors, j'ai rencontré des gens absolument fantastiques, comme Léo Schurman, qui était le directeur général. Je me souviens toujours d'une anecdote, parce que j'ai remplacé au comité central de la SSR, parce qu'il y avait 3 romans, François Grosse, l'ancien rédacteur en chef de La Liberté à Fribourg, qui avait bien embêté M. Schurman. Je me souviens toujours que M. Schurman m'a dit, en français, mais teinté d'un bon accent suisse-allemand, « J'espère que vous serez moins emmerdant que celui qui sort. » Et vous l'avez été ? Moi, je suis plutôt de nature consensuelle. Je cherche des solutions plutôt que je crée des problèmes. Enfin, j'imagine que je suis perçu comme ça, mais je peux me tromper.